Ceci est le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. Mettez tous vos sens en éveil, l'esprit des sorcières arrive à vos oreilles. Le sabbat, c'est par là. Gang of Witches. Bonjour chères sorcières, bienvenue dans le podcast de Gang of Witches. Je suis Sabrine et je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette pleine lune alchimique propice à la transformation. L'ouvrage de la philosophe que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui se prête d'ailleurs tout à fait à une révolution intérieure, mais pas que, en proposant de reconquérir nos corps. Camille Froidbeau-Métairie est également professeure de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Elle est l'autrice de La Révolution du féminin, publiée en 2015, du Corps des femmes, la bataille de l'intime que j'ai dévoré en 2018 et qui vient de sortir en poche, de Saint en quête d'une libération en 2020 et vient de faire paraître Un corps à soi en septembre dernier aux éditions du Seuil. Bienvenue Camille, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bonjour Sabrine. Alors Camille, l'argument de ton livre super dense, documenté et ambitieux montre bien que la domination patriarcale s'exerce en un lieu par excellence, qui est le corps des femmes, au sens, on le verra, intersectionnel du terme, et que tout l'enjeu des luttes féministes aujourd'hui est sa reconquête. Tu parles de féminisme incarné. On voit aussi dans ce corps à soi, qui est une magnifique référence à Virginia Woolf, que l'intime, le social et le politique y sont liés inextricablement. Et pour en faire la démonstration, tu proposes de philosopher en féministe. Alors j'aimerais commencer par savoir pourquoi tu as décidé d'écrire en première personne. Et pourquoi en première personne plutôt que à la première personne ? C'est une démarche en fait qui est à la fois intrinsèquement féministe et phénoménologique. Écrire en première personne, c'est non seulement dire « je » dans l'écriture, ce qui n'est pas tout à fait l'usage, notamment quand on écrit de la philosophie, où généralement on adopte le « nous » de majesté, en quelque sorte. Mais c'est quelque chose qui me paraissait absolument incontournable parce que ça renvoie d'une part à l'expérience des féministes des années 70 qui se réunissaient dans des groupes de conscientisation où il s'agissait de mettre en partage des récits singuliers, individuels, pour produire une prise de conscience qui allait déboucher sur la lutte. Et donc on passait ainsi du personnel au politique. Et puis c'est aussi dans une perspective phénoménologique que j'expliquerai peut-être un peu plus tard, une démarche qui consiste à penser que lorsque l'on réfléchit, on le fait toujours à partir d'un corps et également dans une situation sociale qui n'est pas anodine. Et donc j'ai choisi de non seulement d'écrire à la première personne, mais aussi de ponctuer mes réflexions avec des petits récits autobiographiques que je fais résonner avec les voix d'autres femmes que j'ai rencontrées pour produire, alors à l'écrit cette fois-ci, ce même phénomène de mise en commun des récits qui débouche sur une conscientisation et la décision éventuellement d'entrer dans la lutte. Alors justement, à quel moment tu fais ton entrée en féminisme dans ton parcours personnel ? Alors, je l'ai fait un peu tardivement, puisque j'ai longtemps travaillé sur tout à fait d'autres choses, sur des rapports entre politique et religion. Et en fait, je suis entrée en féminisme, comme bien des féministes, par une expérience vécue, corporelle. Disons qu'elle n'était pas à proprement parler traumatique, mais elle a quand même produit en moi un ébranlement. Il se trouve que les hasards de la vie ont fait que j'ai eu mon premier enfant exactement au même moment où j'ai commencé à enseigner, dans mon premier poste à l'université. Et je me souviens très bien avoir allaité d'une main pendant que de l'autre je tapais mes cours. Et c'était quelque chose qui était à la fois, enfin en tout cas de l'extérieur, qui pouvait sembler assez merveilleux puisque tout m'arrivait en même temps, mais que moi je vivais au quotidien de façon plutôt compliquée. Et je me suis demandé ce que c'était que cette nouvelle condition duale que les femmes vivaient. Et donc j'ai commencé à lire simplement par curiosité ce que pouvaient écrire mes collègues, politistes, sociologues, philosophes. On était au début des années 2000, c'est le moment où en France les études de genre commençaient de se répandre. Et donc j'ai dévoré tout ça avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps
disons quelque chose comme une déception, parce que la question qui m'intéressait alors, c'est-à-dire notamment cette nouvelle condition maternelle que j'éprouvais, en fait, je trouvais pas beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Et plus encore, il me semblait même que c'était quelque chose qui avait été quasiment évacué du champ féministe. Comme si le corps féminin avait disparu. Et c'est par cette interrogation que j'ai commencé de creuser mon petit chemin. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que tu affirmes, enfin, tu te situes dès le début de ton ouvrage. Tu rappelles ta position et d'où tu parles, c'est-à-dire celle d'une femme blanche, cis, hétéro, mère bourgeoise. En quoi c'était crucial pour toi de montrer d'où tu parles ? On est dans une séquence féministe qui est, et c'est toute sa richesse, je crois, qui est placée vraiment dans une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire où il s'agit de tenir ensemble des facteurs d'oppression très divers et de rester toujours très, très attentive aux expériences vécues en tant qu'elles sont singulières pour les femmes qui cumulent en quelque sorte les oppressions. Alors évidemment, moi, de mon point de vue situé, je suis dans une position quasiment surplombante et privilégiée, et donc je peux pas prétendre parler au nom, par exemple, des femmes racisées ou au nom des femmes handicapées, etc. En revanche, ce qui m'a paru vraiment important, c'est de mobiliser, dès que je le pouvais, de la littérature écrite par des féministes intersectionnelles pour essayer d'observer comment un même objet, un même sujet incarné, pouvait prendre des couleurs totalement différentes selon justement la position des femmes qui l'éprouvaient. Je pourrais juste te donner un exemple parce que ça a été pour moi vraiment hyper marquant. Dans le passage où j'évoque le non-désir d'enfant et la possibilité difficilement donnée aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants de tenir cette position, je parle de la possibilité aujourd'hui pour les femmes de recourir à la stérilisation. Et j'évoque le fait que c'est particulièrement compliqué parce que les médecins ont beaucoup de mal à accepter qu'une jeune femme nulle part puisse se priver à jamais de cette perspective maternelle. Et puis en discutant avec une collègue chercheuse et une amie qui est une femme handicapée, j'ai découvert en écoutant son expérience quelque chose qui m'a sidérée. C'est une femme qui a souhaité elle-même se faire stériliser et qui non seulement n'a pas connu de difficultés particulières pour cela, mais qui a même été d'une certaine façon, j'allais dire, encouragée à le faire, puisque le médecin qu'elle a rencontré et à qui elle a demandé, donc elle a adressé sa demande de stérilisation, lui a rétorqué que si le délai légal n'était pas de 4 mois, il lui donnerait un rendez-vous dès la semaine suivante, parce que bien entendu, je le cite, nous sommes d'accord, c'est ce que nous avons à faire de mieux. Avec le nous social qui disait, voilà, pour la société, c'est mieux que les femmes handicapées, en quelque sorte, soient stériles, d'une certaine façon. Et ça a été vraiment pour moi très révélateur. Je me suis dit, ben voilà, je m'aperçois finalement qu'une expérience vécue que j'imaginais quasi, unanime, ou en tout cas très très homogène pour les femmes souhaitant se faire stériliser, ben finalement quand on fait l'effort de tenir cette exigence épistémologique de l'intersectionnalité, on s'aperçoit que comme toutes les expériences corporelles, elle peut revêtir des significations très différentes. Et alors justement, est-ce que, avant qu'on aille un peu plus loin dans ta pensée, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi son socle phénoménologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors il ne s'agit pas de refaire toute l'histoire de la philosophie phénoménologique, mais quelle est la particularité de cette approche ? La phénoménologie, c'est un courant de la philosophie du début du XXe siècle qui rompt avec la vieille tradition cartésienne du dualisme corps-esprit. Donc c'est une prise de position philosophique qui consiste à poser que le sujet pensant est toujours nécessairement incarné. C'est-à-dire que le corps n'est pas simplement le vecteur de notre rapport aux autres et au monde, mais c'est vraiment le lieu de la pensée et qu'il ne peut pas y avoir de pensée hors de l'incarnation. Mais ce qui est assez étonnant, pas tant que ça, c'est que les pères fondateurs de la phénoménologie, que sont Husserl en Allemagne et Merleau-Ponty en France, considère ce corps de façon générique, c'est-à-dire qu'il ne pense pas, il n'imagine même pas qu'il puisse être sexué. Et c'est Simone de Beauvoir qui va introduire la sexuation dans cette perspective phénoménologique en écrivant Le deuxième sexe en 1949. Elle est très proche de Merleau-Ponty. Avec qui elle correspond. Voilà, absolument. Toutes les semaines, ils discutent ensemble. Et alors, elle part des mêmes prémices. Elle dit, voilà, les femmes comme les hommes sont des sujets libres, notamment libres de se projeter dans le monde pour y
pour y mener toutes les actions possibles. Mais il se trouve qu'elles ont été empêchées, en fait, de vivre cette liberté parce qu'elles ont été enfermées dans leur corps objet, qui les a en quelque sorte dépossédées de ce statut de liberté qui doit être celui de tous les individus, notamment dans une approche existentialiste. Et elle va, dans le deuxième sexe, montrer quels sont tous les mécanismes par lesquels les femmes apprennent à devenir des corps objets, des corps pour les autres. Oui. Alors, on reviendra sur la pensée de Simone de Beauvoir qui est fortement réactualisée aujourd'hui et c'est passionnant à la fois par ta propre pensée mais aussi par celle de Manon Garcia, dont je trouve que vos livres se répondent très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur des termes qu'on utilise quel sens revêt sous ta plume les termes féminin, féminité ou encore le mot femme? Donc, ça nous renvoie à cette dimension intersectionnelle. Et en quoi ton ouvrage, La Révolution du féminin, a été au départ, en 2015, quand il est sorti, plutôt fraîchement reçu, tu le dis dans plusieurs interviews, par les féministes? Oui, on est en 2015, alors ça peut paraître proche, mais à l'échelle de notre histoire récente du féminisme, en réalité, c'est assez lointain. Ce qui s'est passé, c'est que tout s'est un peu cristallisé justement autour de cet adjectif hautement problématique, féminin. Voilà. Quand j'ai écrit La Révolution du féminin, je me suis pas rendu compte, disons, des représentations qui continuaient d'être associées à l'adjectif. Moi, je l'explorais, le féminin, dans une perspective donc phénoménologique. Ce qui m'intéressait, c'était de déplier les caractéristiques incarnées qui font la vie quotidienne des femmes et de montrer comment elles étaient à la fois le lieu d'une aliénation, mais aussi le vecteur possible d'une libération. Mais effectivement, quand le livre paraît, et notamment parce que je développe beaucoup autour de la question d'une part de la maternité et d'autre part sur celle de l'apparence, je m'aperçois en effet que tout de suite on me renvoie une forme de soupçon, voire d'accusation, qui serait que je verserais du côté de l'essentialisme parce que je réenfermerais les femmes dans leur nature, en m'intéressant ainsi à ces caractéristiques typiques du corps féminin. Et donc, dans Un corps à soi, il m'a semblé très important de faire un effort de problématisation sur cet adjectif et au-delà de ça, sur comment on peut se saisir en féministe de la corporéité féminine sans essentialiser et sans non plus être du côté de ce qu'on appelle le féminisme différentialiste. Qui est, rappelle-le-nous, s'il te plaît. Le féminisme différentialiste. Alors, c'est un courant de pensée qui date des années 70, incarné par exemple par Antoinette Fouque et qui s'enracine notamment dans une approche psychanalytique de la question, et qui part de la centralité de la maternité dans la vie des femmes pour défendre évidemment l'égalité femmes-hommes et les droits des femmes, mais sur la base d'une forme d'exaltation de la maternité que Fouque décrit par exemple comme une puissance. Or, dans ma démarche, même si évidemment la maternité a été vraiment centrale, parmi les choses qui sont pour moi des postulats de base, il y a celui-ci qui consiste à dire qu'aujourd'hui, le choix d'être mère ou pas, c'est quelque chose de totalement ouvert et libre, et que comme pour tous les domaines d'ailleurs de la corporéité, on a un éventail des possibles très large, entre d'un côté le non-désir d'enfant et de l'autre le souhait d'avoir une famille nombreuse, voire même de s'arrêter de travailler pour s'en occuper, et que tous ces choix doivent être reconnus comme étant tous légitimes, surtout quand on est féministe. Il n'y a pas de raison de blâmer une femme pour les choix qu'elle fait relativement à sa propre expérience vécue. Mais donc il faut se débarrasser, en tout cas moi je tiens à distance cette idée que la différence maternelle serait à mettre en avant et à mobiliser comme un argument en quelque sorte. Je crois en fait que c'est une approche qui est quasiment obsolète, c'est-à-dire que on peut plus se tenir soit du côté du différentialisme, soit du côté de l'universalisme, qui est la position antagonique, c'est-à-dire qui consiste à définir les individus de la façon la plus abstraite possible au regard de leurs droits, en refusant absolument de les distinguer par une quelconque caractéristique, qu'elle soit genrée, mais aussi concernant la couleur de la peau ou la situation de validité ou de handicap. Cet universalisme très, très englobant et très abstrait, en fait, qui est
selon moi, une façon, un quasi-aveuglement par rapport à la réalité de ce que vivent les personnes minorisées et entre autres les femmes. Ouais, ton argument, c'est vraiment qu'il est possible de penser le féminin selon une démarche féministe qui sorte de cette ornière, donc universaliste et différentialiste. C'est bien ça ? Oui, et alors je reviens à cette question des termes, qui est hyper importante, parce que le féminin n'est pas la féminité. Et en 2015, avec la révolution du féminin, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que dans l'esprit de pas mal de mes lectrices ou voilà des interprètes, il y avait une forme d'assimilation un peu trop rapide. La féminité, pour moi, c'est très simple, c'est le programme du patriarcat pour les femmes. C'est un mixte de disponibilité sexuelle, de dévouement maternel et de subordination sociale. C'est, en somme, tout ce contre quoi nous, féministes, luttons. Le féminin, je propose de le définir comme un rapport à soi, aux autres et au monde qui est nécessairement incarné. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est une femme, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de corps, et encore moins comme si on n'avait pas de corps sexué, parce que le fait même d'être ce corps féminin produit au quotidien des discriminations et des violences. Ce que ça permet de montrer, par exemple, c'est que l'expérience vécue des violences physiques, conjugales, sexuelles, c'est une condition que partagent, par exemple, les femmes cis et les femmes trans. Tout à fait. Et que donc le féminin, tel que je le conçois, ne renvoie pas à une quelconque essence féminine qui s'enracinerait, par exemple, dans le fait de posséder les organes adéquats, voilà, un vagin, des seins, un clitoris, mais renvoie à une expérience vécue de la domination masculine dans toutes ses expressions. Patriarchy is burning, witches spread the fire. Is burning. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We are women with strong will and this oppression is over. We want equal rights, education for our sisters. We want equal pay, every woman to empower. We are the granddaughters of the witches they couldn't murder. We make our own choices of our bodies with the rulers. All different, we come in every shape and color. All beautiful, self-love is our ultimate power. And you don't think rising, let it go, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. And you don't think rising, let it go, going higher. Patriarchy is burning, witches spread the fire. Est-ce que tu peux à ces endroits, nous rappeler quel est pour toi l'objectif du féminisme tel que tu le conçois ? Alors, je crois que c'est une question qui est vraiment importante parce que on est dans une période vraiment d'effervescence féministe où le mot de patriarcat jaillit dans tous les sens et c'est réjouissant, mais effectivement, il faut savoir exactement de quoi on parle et ce qu'on essaye de faire. Et je crois qu'on peut se contenter de dire que le socle du patriarcat, c'est l'enfermement des femmes dans leurs deux fonctions sexuelles et maternelles. Ou l'enfermement des femmes dans leur corps-objet, ou on peut dire le socle du patriarcat, c'est l'objectivation et l'aliénation corporelle des femmes. Donc le combat féministe consiste à lutter non seulement contre ce phénomène originel qui a traversé toute l'histoire, donc en se réappropriant toutes ces dimensions incarnées pour les extraire en quelque sorte de leur gang patriarcal et pour les vivre et les éprouver chacune le plus librement possible, mais c'est aussi lutter contre les conséquences politiques et sociales de cette objectivation corporelle, c'est-à-dire la hiérarchisation sexuée du monde. Je veux dire par là que depuis toujours, notre vivre ensemble s'organise de façon dichotomique entre d'un côté la sphère privée, domestique, familiale, féminine, inférieure, et de l'autre, la sphère sociale, publique, masculine, supérieure. Et que cette division sexuée du monde, en fait, on s'aperçoit qu'elle a survécu au tournant de la modernité démocratique et même aussi au tournant de ce premier grand moment de la révolution féministe que sont les années 70. Et donc, le féminisme s'attaque à la fois au socle que constitue l'objectivation des femmes, mais aussi à ses conséquences sociales et politiques, c'est-à-dire comment faire pour introduire de l'égalité en lieu et place de la hiérarchie. Ouais. Vaste programme.
Alors justement, là, tu as commencé à faire un peu d'histoire dans ta réponse. J'avais envie de revenir justement sur toute cette première partie de ton ouvrage, qui est une somme, à mon sens, fondamentale, puisque tu reviens à la fois sur les fondations du patriarcat, mais aussi sur les différentes vagues féministes qu'on a vécues dans l'histoire. Donc c'est un travail vraiment important d'historicisation que tu fais. Est-ce que tu peux me rappeler justement ce fondement patriarcal aristotélicien posé par Aristote, qui n'a pas changé jusqu'à cette révolution démocratique au XVIe et XVIIe siècle dont tu viens de parler et qui est représentée par les philosophes Thomas Hobbes ou encore John Locke. Quel était ce fondement ? Et en quoi finalement il a érigé la famille comme un archétype d'organisation sociale ? Oui, alors le point de départ, effectivement, comme souvent, c'est Aristote et la définition qu'il donne de l'existence féminine comme étant inférieure par essence. Alors, il se fonde pour ça sur une interprétation très très étroite de la procréation, parce qu'il imagine, alors évidemment, on comprend qu'à l'époque, c'était pas évident d'avoir un savoir un peu fin du processus, mais il imagine en fait que les femmes ne sont que le réceptacle des homoncules, c'est-à-dire des hommes minuscules déposés en elles par la semence masculine, qu'elles reçoivent, qu'elles nourrissent dans leur ventre d'abord, puis pendant l'enfance, pour ensuite abandonner alors les garçons aux hommes pour qu'ils puissent s'élever à la dignité de l'individu doué de logos et de raison. Et puis les filles vont, elles, apprendre à entrer dans leur rôle domestique. Et donc c'est parce qu'elles sont naturellement disposées à la procréation que les femmes doivent être cantonnées dans la sphère domestique et tenues à l'écart, alors non seulement de la vie politique, mais aussi à l'écart de la création, de la pensée, des arts. En fait, c'est tout ce qui fait le propre d'un individu qui leur est en quelque sorte dénié. Alors cette définition fonctionnaliste de l'existence des femmes, elle va traverser toute l'histoire en étant à chaque étape enrichi de nouvelles justifications. Alors, le christianisme va apporter sa pierre d'une certaine façon. Alors, en réévaluant un petit peu le rôle des femmes, puisque les femmes se voient conférer une mission morale, en fait, d'éducation chrétienne des enfants. Ce sont elles qui sont les premières à devoir répandre les valeurs christiques d'amour et d'attention à autrui. Donc, il y a une forme de réévaluation, mais en même temps, c'est ce qui justifie qu'on continue de les enfermer, de les assigner à la sphère privée. Ce qui est plus choquant, c'est quand, au moment justement de l'entrée dans la modernité politique, au XVIe siècle et au XVIIe et XVIIIe siècle, les grands théoriciens de la modernité vont se réapproprier ce même schéma patriarcal, donc cette même division sexuée du monde, en la justifiant, mais alors cette fois-ci avec des arguments modernes. Et celui qui choque le plus, évidemment, c'est celui du plus grand des philosophes de l'égalité, qui est Rousseau, oui. Puisque, tout en posant vraiment les bases théoriques de ce que sera la démocratie moderne, Rousseau va continuer de considérer que les femmes n'ont aucun rôle à jouer au sein de la société, puisque dans l'Émile, notamment, qui est un manuel d'éducation, alors à destination des garçons, mais il se trouve que Émile est accompagné d'une Sophie, et c'est en décrivant l'éducation que l'on doit donner aux filles et à Sophie que Rousseau augmente et enracine encore plus profondément le schéma patriarcal, puisqu'il considère que les femmes vertueuses, très important chez Rousseau, il faut absolument qu'elles soient morales et vertueuses. Il a une hantise, il déteste, disons, le pouvoir, il en parle en ces termes, le pouvoir sexuel des femmes, qui pour lui est une terreur absolue. Donc il faut absolument que les femmes soient vertueuses, tempérées, dignes en quelque sorte, et que au sein de la famille, elles éduquent les futurs citoyens. Et il en vient à cette conclusion ahurissante que la famille patriarcale est pour lui la condition d'existence de la société démocratique. Parce que c'est parce qu'elle reste à la maison à élever les futurs citoyens que les hommes peuvent, pendant ce temps-là, devenir les citoyens et les détenteurs du pouvoir politique qu'ils vont être. Et donc, on a ce fait qui est très très peu repéré dans l'histoire de la pensée politique. Dans la révolution du féminin, il y a toute une première partie que je consacre à cette longue histoire de la pensée politique moderne. En fait,
personne n'a jamais vraiment mis en évidence ce scandale, en fait, que constitue l'exclusion des femmes de la modernité. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut, donc, après cette exclusion des femmes de cette modernité politique que tu viens très bien de rappeler, est-ce qu'on peut, du coup, rappeler ce qu'a été la première vague féministe avec les suffragistes et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là ? Alors, le féminisme naît dans la seconde moitié du 19e siècle, au moment où, en France notamment, on instaure le suffrage véritablement universel. Parce que sous la Révolution française, la citoyenneté, elle est conditionnée par un certain nombre de critères, et notamment le fait que les citoyens doivent pouvoir s'acquitter d'une certaine somme mensuelle, qu'on appelle le cens. Et donc, il y a des catégories de population qui en sont exclues, les domestiques, et puis les vagabonds, et les femmes, évidemment. Bon. En 1848, on instaure le suffrage universel, c'est-à-dire que plus aucune condition ni de revenu, ni de propriété ne conditionne l'accès au droit de vote. Sauf que on continue de considérer que les femmes n'ont pas à être des citoyennes de plein droit comme les autres, notamment parce qu'on a cette vieille tradition que les révolutionnaires ont portée eux aussi, qui consiste à penser que le citoyen, c'est l'individu autonome. Or, les femmes, de par leur mariage d'une part et parce qu'elles sont aussi sous l'influence de la religion, c'est très important, sont considérées comme n'étant pas suffisamment autonomes, en quelque sorte, pour pouvoir accéder à la dignité de citoyen. Et donc, quand on arrive à ce moment de l'histoire politique où, quel que soit son milieu de naissance, un homme peut voter, mais que les femmes, elles, continuent d'être tenues à distance, il y a quelque chose qui devient de l'ordre de l'insupportable, et donc on voit apparaître les premières revendications suffragistes, c'est-à-dire la réclamation par les femmes de la citoyenneté pleine et entière. Alors c'est un mouvement qui va se déployer dans la plupart des pays occidentaux, dans toute cette seconde moitié, et davantage encore à partir de la fin du 19e, et qui va... alors, par certains aspects, peut-être être un peu paradoxal, puisque c'est souvent au nom de leur capacité maternelle que les suffragistes réclament ce statut de citoyenne. Et elles reprennent en quelque sorte les anciens arguments, elles se présentent comme des éducatrices à la citoyenneté pour pouvoir tenir cette réclamation du droit de vote. En même temps, on est à la fin du 19e, les femmes n'ont pas le moyen de contrôler leur nature procréatrice, et il faut bien qu'elles trouvent en quelque sorte de quoi justifier leur désir de rejoindre le cours de la modernité démocratique. Mais je le cite parce que c'est le corps des femmes est présent dans cette première vague. Déjà, oui. Il est déjà là, mais sous une forme dont le différentialisme sera en quelque sorte la continuité dans les années 70. Et puis, on arrive dans la première moitié du XXe, à un moment où, après que la plupart des grandes démocraties aient accordé le droit de vote aux femmes, on a une phase de reflux. Et ça, c'est intéressant d'observer dans l'histoire féministe que bien souvent, une grande conquête est suivie d'une longue phase de reflux, comme si on devait payer du prix du retour au silence les droits conquis. On a eu la même chose après les années 70, d'une certaine façon, jusqu'à ce que, justement, à la fin des années 60, la deuxième vague enfle à nouveau. Alors avant la fin des années 60, il y a quand même cette déflagration dont tu parles, qui est celle du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui paraît en 1949. On est à un moment donné, en pleine politique nataliste. En quoi justement son ouvrage est révolutionnaire, même si elle fait son entrée en féminisme qu'au début des années 60. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment d'apparition du deuxième sexe et comment, tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, à l'époque elle correspondait avec Merleau-Ponty autour de la phénoménologie, mais comment elle porte plus loin cette pensée de Merleau-Ponty. Le deuxième sexe, c'est un ouvrage, le mot qui me vient, c'est magique, parce qu'effectivement, il est écrit dans une période qui est totalement, j'allais dire, contre-intuitive par rapport à ce dont il va être question dans le livre, puisque, effectivement, comme tu le disais, c'est un moment de relance nataliste, de politique familialiste, c'est un moment où les femmes sont plus que jamais, en quelque sorte, sommées de rester dans leur maison pour faire des enfants, il faut repeupler la France, etc. Et Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, va s'interroger, alors elle va d'abord, dans le premier
premier tome, parce que c'est un énorme ouvrage, faire une très très grande histoire et un très grand panorama du sort qu'on a réservé aux femmes à peu près dans toutes les sociétés. Et puis dans le deuxième volume, qui s'appelle l'expérience vécue, justement, c'est une notion de phénoménologie. Dans le second volume, elle va déplier tous les mécanismes par lesquels les femmes apprennent d'abord et ensuite sont maintenues dans leur corps objectivé. Et elle montre comment, il y a des ressorts, des étapes qui permettent aux femmes, qui enferment les femmes dans ce statut objectivé dès l'enfance et puis jusqu'à la vieillesse. Et elle va s'intéresser à chacune de ces étapes pour montrer comment tout cela se tient très étroitement et comment les femmes, en fait, sont dépossédées de cette condition de liberté qui est la leur, comme celle des hommes. Et alors, ce qui est très étonnant, alors le livre va avoir un retentissement énorme. Elle va recevoir des milliers de lettres de femmes la remerciant d'avoir mis le doigt sur cette condition abominable qui est celle des femmes encore au XXe siècle. Mais curieusement, passé le moment, disons, de la parution et de cet engouement, notamment féminin, le livre va retomber dans un relatif oubli jusqu'à ce que les militantes des années 70 s'en ressaisissent et en fassent en quelque sorte le manuel de leur révolution féministe. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Simone de Beauvoir va enfin se dire féministe, parce que dans le deuxième sexe, elle avait une position un peu bizarre qui consistait à dire que le féminisme, qui dans son esprit était l'équivalent du suffragisme, c'était quelque chose de révolu et que voilà, d'une certaine façon, elle avait quasiment un peu une difficulté à associer sa propre démarche à la notion de féminisme. Ce qu'elle fera sans plus aucun problème dans les années 70. Dans les années 70. Alors, les années 70, justement, c'est cette fameuse deuxième vague qui va opérer une mutation, tu dis, anthropologique. Quelles sont les revendications de cette deuxième vague et quelles sont les différentes branches de pensée, en fait, que ça va créer? Alors, parce que c'est intéressant et peut-être qu'on peut aborder plus particulièrement le féminisme, le fil rouge du féminisme radical qui aujourd'hui est réactivé. Oui. Alors, ce que les militantes et théoriciennes des années 70 vont s'attacher à faire, c'est à ébranler le socle du patriarcat, c'est-à-dire les deux fonctions sexuelles et maternelles comme étant un quasi-destin pour les femmes. Donc, elles s'attaquent vraiment au cœur du problème, d'une part sur le versant maternelle avec la revendication des droits procréatifs, c'est-à-dire le droit à l'avortement et à la contraception, qui vont être conquis. Et puis sur le versant sexuel, en initiant, on va dire, un début de révolution sexuelle qui va très vite retomber et qui finalement ne bénéficiera pas tant aux femmes qu'aux hommes. On aurait pu s'imaginer en effet que la porte allait s'ouvrir pour les femmes sur le désir et le plaisir, puisque en pouvant maîtriser leur capacité procréatrice, les femmes opèrent quelque chose d'inouï qui consiste à dissocier la sexualité de la maternité. Donc ça, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est pour ça que je parle de rupture anthropologique, c'est-à-dire que pour la première fois, les femmes vont pouvoir se débarrasser de la maternité obligatoire et même de l'hétérosexualité obligatoire, et elles vont pouvoir se projeter dans une vie éventuellement sans enfant. Et alors justement, sur le versant de l'hétérosexualité obligatoire, ce sont juste les féministes radicales. Alors en France, on parle plutôt du matérialisme lesbien, féminisme radical aux États-Unis, mais des deux côtés de l'Atlantique, c'est le même point de départ, qui consiste à faire de l'hétérosexualité et plus précisément de l'hétéronormativité le nœud de tous les problèmes, et donc à proposer comme solution politique une sortie de cette hétérosexualité en faisant le choix du lesbianisme politique. Et ça, c'est une tradition de pensée, donc incarnée notamment en France par Monique Wittig ou Christine Delphi, mais aussi Nicole-Claude Mathieu et quelques autres, Colette Guillaumin également, l'anthropologue. Ce sont des autrices qui sont aujourd'hui redécouvertes, qu'on relit, qu'on republie, et tout ça est très enthousiasmant. Et ça c'est, bon, je le dis dès à présent parce que ça fait partie aussi un peu des fils rouges de mon livre. Moi, je considère que c'est une proposition qui, sur le papier, est idéale. Comment mieux se débarrasser des discriminations et des violences subies dans le système patriarcal quand
s'extirpant du cadre hétérosexuel, mais je trouve aussi que c'est une proposition, disons, d'une certaine façon un peu élitiste, parce qu'il faut avoir les ressources pour penser cet affranchissement, les ressources intellectuelles d'abord, peut-être même aussi les ressources économiques. Je veux dire, toutes les femmes peuvent pas, comme ça, décider de vivre sans les hommes, d'une certaine façon. Puis il y a aussi les femmes qui soit qui vivent déjà avec eux, soit qui ont envie de vivre avec eux et qui d'une certaine façon, essayent de tenir ensemble leurs aspirations féministes et puis cette vie d'hétéro. Et s'il y a un enjeu dans le livre qui m'importe, c'est celui-ci, on y reviendra peut-être, c'est-à-dire comment articuler hétérosexualité et féminisme. J'avais envie de revenir aussi sur un ouvrage qui déjà paraît en 1970 qui s'appelle Our Bodies, Ourselves, qui a été traduit récemment, qui est un manuel rédigé par les 11 de Boston. En quoi est-ce qu'à cette époque déjà il était révolutionnaire ? Alors c'est une initiative assez fabuleuse puisqu'il s'agit d'une grande entreprise de pédagogie féministe collective initiée donc par ces 11 femmes de Boston dont le point de départ est le constat de ce que la médecine est aux mains des hommes et que notamment pour ce qui regarde la maternité mais pas seulement, les femmes sont toujours obligées de subir en fait les injonctions et les critères de cette médecine patriarcale. Donc elles vont initier à l'échelle des États-Unis tout entier toute une série de conférences, mais aussi de rencontres, de partage d'expériences et de partage de savoir aussi sur le corps pour ensuite écrire ce manuel, parce que notre corps nous-mêmes c'est un manuel qui est ordonné de façon thématique où tous les grands sujets corporels sont abordés les uns après les autres, où il s'agit en fait d'offrir aux femmes un outil pour qu'elles puissent vivre leur propre corps dans toutes ses dimensions, la maternité, mais aussi la sexualité, mais aussi le plaisir, le lesbianisme. Il y a vraiment toutes les dimensions possibles qui sont abordées et pour qu'elles puissent les vivre de façon totalement pleine, entière, libre et assumée. Et ce manuel a eu un succès inouï pendant longtemps, puis a été un petit peu oublié. En France, il avait été traduit assez rapidement et puis à nouveau pendant plusieurs décennies, il a été oublié. Et ça, c'est un point qui est important pour moi parce que c'est justement cette fameuse disparition, curieuse disparition du corps des femmes dans le féminisme qui m'a intriguée au début des années 2000. Alors justement, tu peux peut-être essayer d'aborder ce sujet à travers cette troisième vague qui finalement efface les sujets corporels au profit de nouveaux enjeux, notamment dans le monde du travail. Pourquoi finalement les féministes ont cessé de parler du corps des femmes? Enfin, c'est ce que tu viens de soulever comme question. Alors, c'est pas vraiment qu'elles ont cessé, parce que, par exemple, sur le terrain associatif, il y a des associations comme le Planning Familial qui n'ont jamais cessé de faire ce travail très précieux sur ces questions corporelles, d'accompagnement des femmes, etc. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans le champ à la fois de la pensée, mais aussi des luttes, dès le début des années 1981, ces thématiques corporelles disparaissent. Alors, il y a à ça deux raisons principales. D'abord, d'un point de vue sociologique, c'est le moment où les femmes vont investir massivement la sphère sociale, le monde du travail, notamment parce que justement elles peuvent contrôler leur nature, leur prétendue nature maternelle, et qu'elles vont donc pouvoir tenter d'être comme des hommes dans la sphère sociale. Et donc il y a de nouveaux combats qui apparaissent, notamment dans le domaine professionnel, et puis d'autres préoccupations aussi. Donc ça c'est sur un versant disons sociologique. Puis sur le versant théorique, c'est aussi un moment où donc fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, un peu plus tard en France, la notion de genre est théorisée. Alors, elle l'est même encore un peu plus en amont, mais je synthétise et je simplifie. Et avec la théorisation de la notion de genre, on franchit une étape qui est cruciale puisque c'est le moment où on va pouvoir commencer de penser la déconstruction des stéréotypes genrés et trouver les outils pour extirper les individus de l'enfermement dans des rôles soi-disant féminins ou soi-disant masculins, avec une perspective finalement d'abolition de cette binarité féminin-masculin. C'est crucial parce que ça va notamment porter et élargir le combat féministe à la question des droits des personnes LGBTQI+. Donc c'est évidemment énorme, mais dans le même temps, ça déporte aussi un petit peu le regard vers d'autres combats, vers d'autres personnes aussi. Et donc les thématiques, disons, de la corporéité ordinaire
des femmes, et notamment des femmes cis-hétéros, sont vraiment totalement laissées de côté. Et je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai commencé à y travailler moi-même. Je me souviens d'une journaliste qui m'interrogeait, on était vraiment au tout début des années 2010, sur la question du congé menstruel. Et je disais que je trouvais que c'était une question importante, pertinente, parce qu'il y avait des femmes dont les cycles menstruels pouvaient être synonymes vraiment de douleurs telles qu'elles étaient vraiment dans une situation répétitive, disons une forme d'invalidation, notamment dans le monde du travail. Et la journaliste me répond, mais vous êtes bien la seule féministe à trouver que c'est quelque chose qui a du sens. Et on était au début des années 2010, donc c'était pas il y a si longtemps. Et on était justement à un moment où on entrait à nouveau dans ce champ corporel, où une nouvelle génération de féministes se saisissait de ces questions, et s'en saisissait justement par la question des règles, qui est la question fondatrice au début des années 2010. C'est-à-dire que bien avant MeToo, en fait, la dynamique de l'intime, la bataille de l'intime s'engage par cette question des règles, dont il s'agit de montrer que, certes, c'est une dimension spécifiquement féminine, mais qui est synonyme de discrimination, et qu'on peut donc l'aborder en féministe. Alors, il y a juste une dernière chose, parce qu'on a fait un grand panorama historique que j'avais envie d'évoquer, c'est l'apport du black feminism dans la pensée féministe. Enfin, et donc je reviens à la deuxième vague, je fais un petit retour en arrière. En quoi des autrices comme Bell Hooks ou Angela Davis ont été capitales et cruciales aussi dans cette révolution? Alors, dans le moment des années 70, aux États-Unis, très vite, quasiment simultanément, naît l'afroféminisme, de ce constat que finalement, le féminisme porté par celles qui sont, par exemple, à l'origine de l'organisation NAO, créée en 1966, qui est la National Organization of Women, portée notamment par Betty Friedman, appartiennent à la classe bourgeoise. Ce sont des féministes, souvent universitaires, blanches. Et donc, les afroféministes vont tout de suite pointer du doigt ce qu'elles appellent le solipsisme blanc, c'est-à-dire le fait que le combat féministe est porté par des femmes qui n'ont en quelque sorte de préoccupation que ces questions liées au fait qu'elles sont des femmes. Et qui, pour le reste, et notamment pour leur place dans la société et la couleur de leur peau, ne souffrent d'aucune autre discrimination. Et donc, ce que ça signale tout de suite, c'est qu'on ne peut pas porter le combat pour l'émancipation sans tenir ensemble tous ces facteurs d'oppression multiples qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, et ça va donner donc la notion d'intersectionnalité qui sera théorisée un petit peu plus tard par Kimberlé Crenshaw, et qui va permettre à la fois d'approfondir mais aussi d'élargir la perspective et de donner à entendre cette évidence que il n'y a pas un sujet politique homogène du féminisme. Il n'y a pas plus de nous les femmes que de nous les lesbiennes, que de nous les femmes trans, que de nous les femmes racisées. Il y a en fait une multiplicité de combats reliés par le fil rouge de la lutte contre l'oppression patriarcale, mais ces combats forment en fait des coalitions qui sont mouvantes, qui sont changeantes, et qui se composent en fonction des luttes, en fonction des moments aussi. Et on croise là aussi, par exemple, le chemin de l'écoféminisme, qui a eu tant de mal à s'implanter en France, notamment justement parce qu'il y a cette espèce de hantise universaliste vis-à-vis de tout ce qui peut toucher de près ou de loin, mais plutôt de près, des questions liées à la corporéité féminine. Et je crois que c'est une des explications assez évidentes de cette difficile enracinement, alors même qu'on a une des grandes théoriciennes de l'écoféminisme qui est Françoise d'Aubonne, mais dont la postérité sera totalement occultée avant de renaître aujourd'hui de façon extraordinaire. Mais c'est une particularité française avec ce poids de l'égalitarisme universaliste que vraiment de tenir un peu sous une chape de plomb toutes ces approches qui viennent questionner l'abstraction universaliste pour mettre au jour cette évidence que les droits, c'est pas simplement des concepts abstraits, c'est aussi la possibilité concrète de pouvoir les éprouver. Et que quand on aborde les droits dans
cette perspective de leur application concrète, il faut se débarrasser du voile de l'universalisme pour intégrer les particularités de couleur de peau, d'origine sociale, de situation de validité ou de handicap, etc. Et d'âge aussi, c'est aussi un critère important. Oui. Tu y reviens dans la deuxième partie de ton ouvrage. Et c'est passionnant. Et maintenant, les pensées écoféministes de Jeanne Burgard-Goutal. Retrouvons à présent notre chroniqueuse, la philosophe Jeanne Burgard-Goutal, autrice de l'ouvrage Être écoféministe, théorie et pratique, paru l'année dernière aux éditions de l'Échappée, et qui publie aussi ce mois-ci un roman graphique avec Aurore Chapon intitulé Resisters aux éditions Tana. Jeanne, après Rosemary Radford-Ruser, le mois dernier, tu vas nous faire découvrir une nouvelle penseuse écoféministe. C'est à toi. Le mois dernier, j'ai été invitée au Carreau du Temple par Lorraine Bastide pour un entretien en public autour de l'écoféminisme. Elle avait eu la même brillante idée que la non moins brillante Sabrine Kasbaoui de Gang of Witches. Organiser la discussion autour des grandes penseuses écoféministes afin de mieux faire connaître les idées et spécificités de chacune. Mais comme je parle trop, nous n'avons pas eu le temps de présenter toutes celles que Lorraine avait prévues. Alors je saisis ici l'occasion pour surmonter cette frustration. Voici donc la grande oubliée de cet événement. J'ai nommé la sociologue allemande Maria Mies. Maria Mies, c'est l'antidote parfait pour contrer les contresens et dégommer les clichés sur l'écoféminisme. La carte à jouer quand on vous dit pour la 100e fois « L'écoféminisme, ça serait pas un peu essentialiste? La femme, la nature, tout ça ?» Ou encore « Bon, les sorcières, les rituels, la déesse, c'est bien mignon tout ce folklore, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait de la politique. » Ou encore Le retour à la nature, merci bien. Si c'est pour laver les couches à la main et fabriquer des petits pots, super, c'est complètement réac ce truc. Essentialisme, naturalisme, conservatisme, spiritualisme, voilà les critiques rebattues qu'on entend encore et toujours. Mais Maria Mies y a en quelque sorte répondu par avance. Dès 1986, dans Patriarchy and Accumulation on a World Scale, elle établit un cadre de pensée tout à fait étranger à ces prétendus travers de l'écoféminisme. Désolé pour l'avalanche de isme et de iste, mais il s'agit d'un cadre matérialiste, constructiviste, progressiste, historiciste, bref, aux antipodes de ce qu'on reproche souvent au mouvement. J'ai rien compris. Quesaco, matérialiste, historiciste, blablabla, bliste. Ok. Reprenons à la base. Tu te souviens de ce que tu m'as dit tout à l'heure ? Oui, sur la femme et la nature, c'est quand même absurde de faire ce rapprochement, non ? Comme de dire qu'il y aurait une nature féminine, plus douce, plus sensible, plus écolo. Bon. S'il vous arrive d'avoir des discussions sur l'écoféminisme, on vous a forcément déjà dit ça, non ? Comment rétorquer ? Bim, Maria Mies est dans la place. Je la cite. « Ne nous méprenons pas. Le genre, le sexe et la sexualité n'ont jamais été des phénomènes purement naturels. Le corps, masculin ou féminin, n'est pas simplement biologique. Ce qu'on appelle nature humaine a toujours été une construction sociale et historique. La physiologie humaine a été forgée et influencée au cours de l'histoire, par les interactions avec l'environnement, avec les autres êtres humains. Ainsi, non seulement le genre, mais même le sexe, est une catégorie culturelle et historique. » Voilà une citation qu'on pourrait trouver sous la plume de Judith Butler. Mais non, c'est Maria Mies qui défend ici cette position clairement constructiviste. Qu'on se le dise donc une fois pour toutes, non, l'écoféminisme n'est pas, par définition, essentialiste. Maria Mies va même très loin dans la déconstruction des genres et de la tendance même à penser en termes de genre. Pour elle, parler d'hommes et de femmes, c'est un piège, une approche souvent peu pertinente qui rate les vrais problèmes et les vraies solutions. Toujours dans Patriarchy and Accumulation, elle écrit ainsi. « Notre ennemi, c'est le patriarcat capitaliste en tant que système, et non pas les hommes. » En 1999, dans The Subsistence Perspective, elle fait état de la déception lorsqu'enfin, dans les années 80-90, des femmes accédèrent à des fonctions politiques dans divers pays européens et en firent le même usage que leurs homologues masculins, confère Margaret Thatcher. Je cite. « Il n'y a pas à être surprise de voir des femmes faire la même chose que ce que des hommes patriarcaux ont fait depuis des temps immémoriaux. Être femme n'est pas équivalent à un programme politique. Les femmes ne sont pas automatiquement le genre meilleur. » Voilà à mes yeux un apport essentiel de Maria Mies. Rappeler sans cesse qu'on est à côté de la plaque si on pense en termes de personnes, d'individus ou de genre, et qu'on doit en fait penser en termes de structure, de système. Cette exigence lui vient de Marx. Le problème n'est pas lié aux hommes comme tels, il est systémique. La solution n'est pas entre les mains des femmes.
Elle est systémique. Pause. Systémique, structurelle, tu peux expliquer? Bien sûr. Selon Maria Miss, nous vivons dans un système qu'elle appelle le capitalisme patriarcal néocolonial. Un système, c'est un ensemble dont les composantes sont interdépendantes. Par exemple, un bol de riz n'est pas un système, c'est un simple agrégat. Si j'enlève des grains, ça ne modifie pas les autres grains. En revanche, le système digestif, par exemple, est, comme son nom l'indique, un système. Ces différentes composantes sont en lien, et une modification de l'un des organes a des répercussions sur tous les autres. Cela induit des transformations, rééquilibrages, boucles de rétroaction, etc. L'idée de Miss, donc, c'est que nos existences prennent place dans un système, qu'on soit homme ou femme ou autre, dont les éléments sont liés. Plus précisément, ce qui est lié dans ce système, ce sont des rapports de domination, selon elle. C'est peut-être une vision pessimiste de la société, mais c'est l'angle que Miss met en lumière. Ce qui structure notre réalité à ses yeux, c'est l'imbrication entre des rapports de domination. Capitalisme, patriarcat, néocolonialisme. Autrement dit, exploitation des classes dominées, des femmes, de la nature, des colonies et ex-colonies. Voilà les polarités et coordonnées qui donnent sa forme au tissu social. Et tout cela est lié. Ah bon? Comment? Eh bien, c'est une thèse vraiment fondamentale des écoféministes, mais pas facile à comprendre. Or, Maria Miss l'explique avec une clarté exceptionnelle. Je la cite. La question difficile à résoudre concerne la relation entre patriarcat et capitalisme. En d'autres termes, la relation entre l'oppression et exploitation des femmes et le paradigme d'accumulation et croissance illimitée, ainsi que la relation entre ce patriarcat capitaliste et l'exploitation et subordination des colonies. Il faut comprendre que l'oppression des femmes aujourd'hui est une partie, une parcelle du système de production patriarcat-capitaliste. Maria Dalla Costa a montré que le travail domestique des femmes produit non seulement des services, mais une marchandise, la force de travail, que leurs conjoints et elles-mêmes pourront ensuite vendre sur le marché du travail salarié. Ainsi, la productivité des femmes, exploitées au sein du foyer, est la précondition pour la productivité des travailleurs dans la sphère professionnelle. La famille nucléaire, organisée et protégée par l'État, est la fabrique, l'usine sociétale où est produite la marchandise, force de travail. Le capitalisme est ainsi capable de commander non seulement du travail payé aux salariés, mais même du travail non payé aux femmes. Reconnaître que le travail domestique est un travail productif et un domaine clé pour l'exploitation et l'accumulation capitaliste, cela bouleverse complètement les traditions de pensée et stratégies politiques des syndicats et partis de gauche. Fin de la citation. On comprend bien ici que le patriarcat actuel n'est pas un problème extérieur au capitalisme, mais l'une de ses pièces maîtresses. On peut en dire autant du colonialisme. Ce n'est pas un problème à part, mais une pièce du puzzle. Cela fait système. Le colonialisme est la condition nécessaire et permanente du capitalisme, écrit Miss, puisque les ressources et matières premières pillées, la main-d'œuvre sous-payée des anciennes colonies, sont toujours indispensables au système productif en vigueur dans l'économie globalisée. C'est un aspect qu'elle développe tout particulièrement dans le livre Écoféminisme, coécrit avec la philosophe et militante indienne Vandana Shiva. J'y reviendrai dans une prochaine chronique. C'est étrange, écrit-elle, que les gens en Occident aient déjà oublié que les pays dits en voie de développement sont non seulement riches en ressources naturelles et humaines, mais aussi étaient autosuffisants avant leur conquête par l'homme blanc. Sans colonisation, pas d'accumulation, rappelle-t-elle dans Écoféminisme. Pour elle qui a longtemps vécu, étudié, enquêté et enseigné en Inde, cette perspective postcoloniale, où l'on voit la réalité depuis les pays du Sud, est tout aussi fondamentale, primordiale, que la perspective féministe, si l'on veut comprendre quoi que ce soit au fonctionnement imbriqué du système. C'est donc à partir de ce croisement qu'elle construit ses analyses sur des thèmes variés. Technologie, biotechnologie, politique de développement, crise de l'eau, risque nucléaire, risque toxique, évolution de l'agriculture, de l'industrie, contrôle des populations, démographie, nationalisme et globalisation, accords internationaux, etc. Eh ben, c'est du concret. Moi qui croyais que les écoféministes étaient juste des femmes qui faisaient des jolis rituels à la pleine lune, j'étais loin du compte. Oh, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre. Sur ce, belle pleine lune à celles et ceux qui nous écoutent.
Alors justement, dans les années 2010, comment on vit ce que tu appelles le tournant génital du féminisme, c'est ce que tu développes dans La bataille de l'intime, ton ouvrage, et comment MeToo ou encore la libération de la parole sur les violences gynécologiques et obstétricales ont fait effet de révélateur de ce moment. Oui, alors c'est une grande séquence plurielle, hein, parce que j'en parle en termes un peu de constellation féministe, parce qu'on voit surgir vraiment une infinité de combats, de luttes, parfois sur des tout petits sujets. Mais le point commun, le fil rouge qui tisse ensemble cette constellation, c'est celui du corps des femmes dans ses dimensions les plus intimes, c'est-à-dire dans ses dimensions génitales. Je le disais, tout a commencé avec la question des règles, et à partir des règles, on approfondit avec la question des organes génitaux. Le clitoris, on le redécouvre. Voilà, on le redécouvre, parce que là aussi, il était vraiment... Par exemple, la question du mythe des 2 orgasmes vaginal et clitoridien, c'est une question qui a été vraiment développée pleinement par les théoriciennes des années 70. Je pense notamment au texte d'Anne Keut sur le mythe de l'orgasme vaginal. Donc, c'est pas la première fois dans l'histoire du féminisme que les militantes brandissent le clitoris comme étant le lieu du plaisir par excellence. Mais simplement, on y revient parce que de fait, ces thématiques corporelles ont été recouvertes et on a perdu de vue d'une certaine façon leur importance dans la vie des femmes. Et donc, à partir des règles des organes génitaux, eh bien, on a toute cette constellation qui se déploie avec la question des violences gynécologiques et obstétricales, la question de la sexualité, du plaisir, de l'orgasme, du consentement, bien sûr, et puis bien sûr le gros morceau, si je puis dire, du tournant MeToo, des violences sexuelles et sexistes, et dans la période plus récente, c'est intéressant d'observer comment petit à petit chaque dimension intime est saisie. Et là, dans la période plus récente, c'est la question de la maternité qui est devenue un enjeu avec beaucoup d'ouvrages, comme celui d'Ilana Weizmann sur le postpartum, ou celui de Judith Aquien sur le premier trimestre de grossesse. Et puis, encore plus récemment, peut-être, la question du vieillissement et de la ménopause, qui est un sujet enfin sorti du trou noir. Pourtant que Simone de Beauvoir abordait déjà aussi. Mais toutes ces thématiques, elle les abordait déjà. De la même façon que toutes ces thématiques, plus ou moins, alors peut-être pas toutes non plus. Par exemple, la question de la maternité, elle était relativement absente des combats des années 70, mais une fois encore, comme c'est le socle même de l'oppression patriarcale, la corporalité intime, c'est vraiment le lieu de tous les combats féministes. C'est pour cette raison que la pensée de Beauvoir est si bien réactualisée aujourd'hui ? Oui, je crois qu'il y a en fait une sorte de concomitance entre d'un côté l'exploration, la réexploration théorique d'un certain nombre d'autrices, et puis de l'autre les luttes sur le terrain, sur tous ces sujets incarnés. Simone de Beauvoir, elle porte un projet dont on a souvent considéré un seul des 2 versants. C'est le versant, disons, de tous ces mécanismes par lesquels les femmes sont objectivées et aliénées dans leur corps. Mais dans le deuxième sexe, elle annonce aussi, alors elle le fait de façon beaucoup moins développée que sur le versant négatif de l'aliénation, mais elle annonce aussi une libération qui passe par le corps. Et donc, le deuxième sexe n'est pas un manuel de détestation corporelle, comme parfois on a eu tendance un petit peu trop rapidement à le considérer, pas plus qu'il n'est, selon moi, une sorte de premier manuel d'études de genre. Je crois que c'est vraiment une sorte d'anachronisme intellectuel que de dire ça. C'est une proposition phénoménologique, c'est-à-dire le fait de tenir ensemble à la fois le versant négatif de l'aliénation et le versant positif de la libération, et d'observer comment les femmes peuvent reprendre possession de leur corps dans toutes ses dimensions. C'est l'heure de la saga lunaire de Stéphanie Lafranc, aka la tisanière tatouée. Guidance de la pleine lune en taureau pour l'Esbat du 19 novembre 2021. C'est dans le creuset mystérieux de la nuit que cette pleine lune déploie ses sortilèges. Sa lumière, légèrement obscurcie par le voile de l'éclipse partielle qui la recouvre, nous dessine le chemin de notre monde secret. Nous sommes en pleine saison alchimique. Les graines de nos récoltes passées sont maintenant déposées en terre et cérémonieusement conservées jusqu'au retour de la saison claire,
au printemps. Ici et maintenant, quelque chose s'immobilise. Le temps de la gestation dans l'ombre est venu. Et l'éclipse lunaire renforce notre tendance naturelle à l'introversion. Sous cette pleine lune en taureau, grâce à notre méthodique travail d'enfouissement et d'excavation, nous modelons nos terres intimes pour digérer et intégrer les expériences de l'année qui vient de s'écouler. En prise directe avec nos racines, nous ancrons notre stabilité pour pouvoir enclencher la transformation intérieure nécessaire qui se fait au secret et qui nous permet d'activer nos pratiques magiques. Cette Esba, c'est ainsi que les sorcières nomment les nuits de lune pleine, est aussi appelée lune des brumes. Elle marque, avec la fête de Samhain, le 31 octobre, l'ouverture de la saison de la mort. Mais qui dit mort, dit évidemment vie, et si nous devons laisser mourir certaines choses, c'est pour mieux en incarner de nouvelles. Enveloppés des brumes de cette nuit trop noire pour une lune pleine, nous faisons vibrer à travers méditation, silence et actes divinatoires notre sorcellerie. Car il est temps que la vérité soit dévoilée lorsque le jour sera amené à reparaître. Nous souhaitons affirmer notre identité et développer, à travers nos projets à venir et nos créations, ce pourquoi nous sommes incarnés sur cette terre. Malgré l'inconfort que cela peut procurer, notre intense soif de liberté nourrit notre insoumission et nous demande de regarder ce qui reste encore à transformer. Les liens, les chaînes, les entraves, pour être pleinement nous-mêmes. Tout cela demande du temps, car les plus profonds changements se font dans l'immobilité et le silence. C'est pourquoi sous cette lune, il est possible de ressentir une crise intérieure, une tension dans l'action, un tiraillement entre le besoin d'agir à l'échelle collective, d'expanser notre savoir dans le monde, et le temps qu'impose cette saison, qui est celui de la lenteur et de la patience. C'est donc dans notre sanctuaire spirituel, occulte et mystique, que nous allons élever notre vibration et réaliser notre transformation. Christiane Singer disait « Mourir à chaque instant, non plus comme un désastre, mais en comprenant à quel point cet apprentissage est celui de la présence. » Je vous souhaite une belle pleine lune. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, quel a été ton projet dans le livre, qui me semble aussi en soi majeur, qui est celui de l'amplification des pensées et de toutes les théoriciennes que tu mobilises pour refaire toute cette histoire. Évidemment, il y a celle de Simone de Beauvoir, mais il y a aussi celle de Iris Marion Young, dont j'aimerais bien que tu m'expliques qui elle est et comment elle poursuit la pensée de Beauvoir et l'expérience vécue de la corporéité féminine sans l'universaliser en fait. En quoi c'était important d'amplifier donc toutes ces théoriciennes et qui est Iris Marion Young? Alors c'est une philosophe américaine qui écrit à la fin des années 90 et au début des années 2000. Elle est disparue prématurément en 2006. Elle a écrit un livre qui est un recueil de textes qui s'appelle On Female Body Experience, donc c'est de l'expérience corporelle féminine d'une certaine façon, dans lequel elle propose d'analyser, d'observer ce que produisent les différentes dimensions incarnées de la vie des femmes pour elle, à la fois en tant que lieu de la domination masculine, mais aussi donc en tant que vecteur d'émancipation. Donc elle part d'une lecture
de Simone de Beauvoir, à laquelle elle ajoute la perspective des études de genre, puisque donc elle est contemporaine de ces études aux États-Unis, et donc elle produit une forme de synthèse dont la lecture a été pour moi vraiment une épiphanie intellectuelle, parce que enfin je trouvais une autrice qui me permettait de prendre au sérieux le corps des femmes sans l'essentialiser, c'est-à-dire en l'inscrivant dans le cadre général, disons, des grandes modalités de la domination masculine que sont notamment l'injonction à la maternité, à l'hétérosexualité obligatoire notamment, et puis l'enfermement dans les rôles genrés féminins, mais en considérant que ces mêmes thématiques comme la maternité, comme le souci de son apparence, comme la sexualité aussi, pouvaient être repensées en quelque sorte dans une visée émancipatrice. Et donc ma démarche dans Un corps à soi, c'est de à nouveau en quelque sorte redérouler le fil de l'existence des femmes du bébé-fille jusqu'au grand âge, mais en adoptant ce prisme phénoménologique proposé, donc inauguré par Beauvoir et approfondi par Jung, c'est-à-dire à chaque fois en m'interrogeant sur comment ces thèmes incarnés, on va peut-être en donner quelques exemples, comment ils sont, ils permettent de perpétuer le système patriarcal, mais comment aussi, aujourd'hui, on a décidé d'en faire des outils d'émancipation. Et alors, sur l'amplification, qu'est-ce que c'est que ce phénomène et en quoi c'était important de rendre visibles toutes ces autrices et ces penseuses que tu remets en perspective? La méthode de l'amplification, c'est une méthode qui a été proposée la première fois par les conseillères de Barack Obama durant son premier mandat. Lors des réunions de son équipe, elles avaient remarqué que lorsqu'un homme prenait la parole, souvent il avait tendance à se réapproprier des idées que des femmes avant lui avaient développées ou à minorer complètement les propositions faites par les femmes. Donc elles avaient posé comme principe que toute prise de parole d'une femme commençait par l'amplification, c'est-à-dire la reprise de ce qu'une autre femme avait dit auparavant, de façon à le faire à nouveau entendre, et surtout de façon à poser sur la table le fait que cette proposition, cette idée, elle émanait d'une femme. Dans la démarche philosophique, ou plus exactement dans la démarche de ce qui est ma philosophie féministe, je considère comme absolument crucial d'écrire accompagnée de toutes les autrices qui m'ont précédée, bien évidemment, de faire l'effort de rappeler ce que je leur dois, moi, ce que nous leur devons en termes de théorie, et de faire le contraire de ce que font les hommes. Je pense notamment au livre d'Yvan Jablonka, Des hommes justes, dans lequel il se permet de nous expliquer les origines du patriarcat en proposant une théorie qu'il présente comme s'il en était l'auteur. Il appelle ça la fonction-femme, la fonction femme, qui est ni plus ni moins que la définition fonctionnaliste des femmes telle que Simone de Beauvoir l'a posée dans le Deuxième sexe, sauf que l'auteur, lui, se permet en quelque sorte de présenter en fait son interprétation des origines du système patriarcal comme si il en était l'auteur, ce qui est totalement aberrant. Et dans un livre de 400 pages, il consacre à peine 14 pages à la pensée féministe qui, depuis des décennies, s'échine justement à essayer de comprendre et d'expliquer où tout cela s'origine. Donc moi, ça me paraissait absolument crucial de faire cet effort de retour à la pensée et de retour aussi à l'histoire du féminisme dans une perspective, disons, généalogique. Voilà, je m'inscris dans une lignée généalogique et je suis l'héritière à la fois intellectuellement, mais aussi historiquement de tout cela. Et puis, il y a aussi la question des voix des femmes. C'est-à-dire que c'est non seulement de la pensée des autrices, mais aussi, disons, des femmes comme vous et moi, en quelque sorte, à qui j'ai demandé simplement de me parler de leur expérience vécue, de certains moments de leur vie corporelle, parce que je trouve que de la résonance entre toutes ces voix naît quelque chose qui permet parfois de s'identifier, qui permet aussi de se reconnaître, et puis qui permet une certaine forme de proximité, de familiarité, que permet aussi d'ailleurs l'usage de la première personne. On peut peut-être un peu développer ça. La deuxième partie de ton livre, tu évoquais donc le fil chronologique des moments du corps féminin. Est-ce que
Il y a un moment que tu aurais envie de développer, par exemple, tu évoques, pour commencer, la construction, l'assignation du genre au moment de la grossesse, mais il y a un moment aussi qui est très intéressant, qui est celui de la puberté et aussi de la première fois, et je mets des guillemets, qui est vécu comme la perte de la virginité et qui du coup enracine encore le script hétéro-dominant. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ce moment-là, par exemple ? Alors c'est très important de commencer par la puberté. Enfin, c'est notamment, enfin, j'ai consacré un livre au sein des femmes, et donc ce moment où les seins des femmes apparaissent, qui est le moment de la sexuation, c'est-à-dire simplement du développement du corps des femmes dans sa dimension sexuée féminine, mais qui est aussi simultanément pour les filles le moment d'une immédiate sexualisation. C'est-à-dire que dès que leurs seins apparaissent et que leurs règles surviennent, eh bien les filles se voient aux yeux du monde devenir des corps objets sexualisés, alors que les garçons, alors évidemment il y a des bouleversements qui sont aussi intenses à la puberté pour eux, mais disons qu'ils peuvent vivre ces transformations dans une relative intimité, parce que par exemple l'augmentation assez considérable du volume de leurs testicules ou bien leurs premières éjaculations, c'est des événements qu'ils vivent vraiment dans l'intimité de leur chambre, et dont ils peuvent en quelque sorte, même si c'est pas toujours des moments faciles, mais en tout cas c'est pas des choses qui vont les enfermer dans un statut d'objet ou de corps sexuel. Ça fait pas d'eux des corps disponibles. Exactement. Oui, c'est une expression que j'emploie souvent et que je trouve significative. C'est-à-dire qu'effectivement, les filles deviennent des corps disponibles, notamment sexuellement, et ça résonne donc avec ce moment de la soi-disant première fois. Donc la première fois qui est censée être le premier rapport sexuel, mais qui renvoie en fait à la première pénétration du vagin de la fille par un pénis masculin, et qui est considérée comme l'entrée des filles dans la sexualité. Comme si elles n'avaient jamais rien vécu d'autre avant, comme si, par exemple, elles n'avaient pas découvert, généralement depuis un moment, le clitoris et le plaisir que celui-ci peut leur procurer, comme si elles n'avaient pas déjà vécu un premier orgasme. Alors, ce qui est aberrant, et c'est ce contre quoi justement aujourd'hui on lutte en déconstruisant le script sexuel hétéronormé qui tente à laisser croire que seule la pénétration serait la condition d'un véritable orgasme. Quand on réfléchit à ce qu'est une première fois, on peut se dire après tout, c'est quoi une première fois ? Est-ce que c'est pas la première fois qu'une fille jouit ? Et généralement, elle le fait sans l'aide d'un homme, toute seule, et par la suite, longtemps, même presque toute sa vie de femme, elle va éprouver du plaisir sans avoir besoin des hommes nécessairement. Alors, je veux pas dire que il faut s'en débarrasser, puisque c'est pas du tout ma position, mais ce que je considère comme étant important, c'est de repenser la sexualité en la dépatriarcalisant, et notamment en se débarrassant de toutes ces normes hétéros. D'ailleurs, c'était intéressant parce que page 250, tu citais une étude scandinave et une femme interrogée dans le cadre de cette étude qui disait la jouissance n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on prend. Je trouvais que c'était une très belle formule qui rend actif et sujet justement, corps sujet. Exactement. Et c'est à l'occasion d'ailleurs d'un développement que je consacre à ce phénomène qui je trouve très intéressant, qui est celui de la simulation de l'orgasme. Pourquoi les femmes simulent-elles depuis toujours et si souvent ? Il y a deux raisons principalement à ça. C'est soit pour faire plaisir à leur partenaire, c'est-à-dire pour lui laisser croire qu'il les a satisfaites, soit pour abréger un moment qui est au mieux, disons, indifférent et au pire désagréable, voire douloureux. Mais c'est une question phénoménologique, la simulation. C'est-à-dire que pourquoi les femmes se sont-elles si longtemps senties tenues de faire croire qu'elles avaient du plaisir quand elles n'en éprouvent pas. Et quand elles éprouvent même parfois tout à fait le contraire du plaisir. Et donc ça invite vraiment à complètement repenser et déconstruire la façon dont on vit les relations sexuelles, notamment entre les femmes et les hommes. Et alors tout à l'heure, je reviens sur la question des règles et sur le fait que le corps donc peut être à la fois le lieu de l'aliénation et celui de la libération. Tu évoquais aussi Iris Marion Young qui dans son ouvrage Menstrual Meditation propose aussi un autre abord des règles. Enfin, qu'est-ce qu'elle en dit justement dans cet ouvrage ? J'aime beaucoup cette expression de méditation menstruelle qu'utilise Jung, qui renvoie à la possibilité pour les femmes de vivre ce moment des règles autrement que comme un moment pénible et comme une sorte de fardeau, mais au contraire comme un moment peut-être de retour à soi, voire même un peu de repli, où une femme peut se saisir de ce qu'on appelle une forme d'indisposition
pour, pourquoi pas, se tenir un peu à l'écart du monde et des autres, et réfléchir le moment de la vie où elle se trouve, ou simplement prendre le temps de s'arrêter et d'éprouver ce qu'elle vit dans son corps avec ce moment des règles. Et c'est une façon de repenser quelque chose qui est vécu depuis toujours par les femmes dans la honte, dans la dissimulation, dans la douleur, et de le réévaluer en quelque sorte ce moment comme le moment possible d'une forme de connexion à soi, voire de connexion avec les autres femmes aussi, par ce que peuvent faire certaines femmes ou dans certains cercles de sorcières de célébration du cycle. Enfin voilà, il y a quelque chose de positif qui peut être associé aux règles. Alors, dans cette seconde partie, tu évoques aussi la question des troubles alimentaires, de l'anorexie, de la boulimie, et tu développes une très belle idée de coïncidence à soi par rapport à l'apparence, et notamment aussi à l'esthétique, au rituel d'habillement. Comment, finalement, au-delà des injonctions du marketing, de la mode, de s'habiller, comment ce rituel de s'habiller peut devenir une manière de se créer soi-même, de redevenir à nouveau, encore une fois, corps-sujet, et d'aller vers ce que tu dis, une adéquation à soi. Alors, je veux bien revenir sur les troubles du comportement alimentaire. Oui, parce que c'est beaucoup de choses. Ouais. Oui, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Parce que j'ai souffert de boulimie pendant des années, et parce que la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'apparence sous laquelle je me présente aux autres, c'est le fruit d'une longue histoire, d'une longue et très douloureuse histoire. Et c'est un de mes postulats vraiment fondamentaux que de dire que personne ne sait ce qu'une femme éprouve et a vécu avec son propre corps, et qu'on a chacune une histoire singulière, et généralement une histoire plutôt douloureuse. Et que moi, j'ai été une jeune femme grosse, j'ai souffert de boulimie longtemps, que je me suis infligé 1000 et 1000 régimes, et que donc, quand on me voit aujourd'hui, et on peut se dire, bah voilà, cette femme, elle souscrit aux normes esthétiques dominantes, elle est dans une présentation d'elle-même qui est plutôt adéquate en quelque sorte, et plutôt en phase avec les exigences esthétiques néolibérales. Eh bien, en fait, c'est juste d'abord le fruit d'un processus qui n'a pas été simple, et puis c'est aussi quelque chose que moi je ne vis pas simplement. C'est-à-dire que j'ai un rapport à ma propre image, par exemple, qui ne sera jamais simple, parce que je porte avec moi toute cette histoire compliquée derrière moi. Et alors, c'est pour ça que c'est si important pour moi de reconsidérer ce que recouvre le souci de son apparence et le souci esthétique, et que je propose donc de définir comme un projet de coïncidence à soi, pour dire que certes nous subissons toutes, et même presque de façon encore plus lourde aujourd'hui, vraiment un flux continu d'injonctions esthétiques. Mais d'abord, je fais le crédit aux femmes de la réflexivité. C'est-à-dire que je trouve que parfois, il y a certaines féministes qui sont pas très cohérentes. On n'est pas toujours immédiatement soumises aux dictats patriarcaux. Nous avons cette capacité de les tenir à distance, de les rejeter, de les adapter, de nous les réapproprier. Et relativement à ce qu'on fait de son apparence, justement, par exemple par rapport aux vêtements, à la mode, au maquillage aussi, eh bien, l'idée, dans une perspective féministe, c'est de permettre aux femmes de pouvoir faire les choix de présentation de soi les plus libres possibles, et de considérer que quels que soient ses choix, ils sont tous légitimes. Et qu'une femme qui aime se maquiller ou porter des talons, comme c'est mon cas, n'est pas plus blâmable qu'une autre qui, au contraire, se sent à l'aise dans une forme de minoration des signes extérieurs de féminité. Ce qui compte, une fois encore, c'est cette possibilité, et d'ailleurs, il faut insister sur le fait que nous, femmes occidentales, avons quand même une chance assez inouïe de pouvoir faire, relativement à notre apparence et à notre corps, à peu près ce que nous voulons. Et donc, considérant cette chance, eh bien, je dis que il faut, dans une perspective féministe, accepter et surtout permettre, encourager l'ouverture maximale des possibles corporels. Et pour finir, est-ce qu'on peut évoquer, sur cette partie de ton livre, la question de la ménopause et puis de l'avancée dans l'âge, et comment, alors que plus elles avancent dans l'âge, les femmes sont invisibilisées sur à peu près tous les domaines de leur existence, alors que les hommes, au contraire, sont valorisés dans leur vieillissement. Enfin, en quoi c'est important aussi de s'emparer de ces sujets-là. Ouais. Ce que montre en fait le vieillissement, c'est qu'il y a, pour ce qui concerne la vie des femmes, un double standard corporel qui est assez scandaleux, encore une fois. C'est-à-dire que
les mêmes caractéristiques qui, chez un homme, vont être interprétées de façon positive, et donc relativement au vieillissement, par exemple, le fait pour un homme d'avoir les cheveux poivre et sel, des rides et voire du ventre, vont être associés à des valeurs positives. Voilà, un homme vieillissant et même un peu gros, il peut être considéré comme confortable, responsable, rassurant, doté de compétences et d'expérience, voire de sagesse. Bon, eh bien les mêmes traits physiques, les mêmes rides, les mêmes cheveux poivre et sel, le même embonpoint, pour une femme vieillissante, seront interprétés de façon négative comme étant des signaux de relâchement, voire d'indignité morale quasiment, et surtout vont lui coûter cher dans la vie sociale, professionnelle et intime aussi, la vie amoureuse et sexuelle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve comme vraiment une des dernières inégalités foncières, c'est-à-dire ce double standard dans la façon de considérer les corps féminins et masculins quand ils vieillissent. Et ce que je propose, c'est de reconsidérer le corps des femmes, et notamment des femmes âgées ou vieilles, de façon positive, pour aussi montrer que l'expérience vécue de la corporité féminine, c'est tout le contraire de ces normes viriles que nos sociétés néolibérales associent à la corporité. Le corps idéal dans nos sociétés actuelles, c'est un corps appréhendé au prisme de la performance, de la constance, de l'excellence, de la perfectibilité, qui doit toujours être mieux qu'il n'est, qui est toujours appréhendé dans une perspective comme ça d'accomplissement de soi, de dépassement de soi. Bon. La crise sanitaire a montré que pour tous les individus, femmes ou hommes, eh bien, la corporéité était synonyme de fluidité, de variabilité, de vulnérabilité. Et donc, ce que nous enseigne l'expérience vécue du corps des femmes, c'est à prendre au sérieux, à prendre en compte la dimension nécessairement incarnée de toutes les existences, dans ce qu'elle a justement, en ce qu'elle renvoie à cette variabilité, à cette fluidité, à cette vulnérabilité, parce que nous avons beaucoup d'enseignements à en tirer. C'est-à-dire que tous ces éléments ne sont pas du tout négatifs. Ils nous apprennent beaucoup. C'est une chance d'une certaine façon que d'accepter, que d'accueillir d'une certaine façon cette variabilité de nos corps. C'est quelque chose qui est une richesse, je crois, pour les femmes, mais aussi sans doute pour les hommes. Et donc, dans ma démarche qui est celle de mettre au jour la corporité féminine et tout ce qu'elle implique, il y a aussi peut-être la volonté de, plus largement, d'essayer de montrer que notre condition humaine est une condition nécessairement incarnée, avec ce que ça implique justement sur ces registres qui ne doivent plus être interprétés de façon négative, qui sont ceux que je viens d'évoquer. Quel est ton imaginaire désirable aujourd'hui ? Est-ce que c'est ce dont tu viens de me parler ? Alors oui, à partir de cette réévaluation de la corporéité dans ses dimensions changeantes et fluides, il y a aussi l'horizon qui se dessine, encore de façon un peu floue, mais qui est celui d'un individu générique, c'est-à-dire d'un individu pour lequel finalement les caractéristiques physiques n'auraient plus d'importance, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit le genre, que ce soit l'âge. Finalement, un monde dans lequel les caractéristiques incarnées ne détermineraient plus rien pour les individus, ni de façon négative, ni de façon positive, et qu'il y a une sorte, disons, d'homogénéisation de notre condition incarnée. Alors évidemment, on en est encore très 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 loin, mais disons que je trouve que de pouvoir simplement penser cet horizon indique que quelque chose est d'ores et déjà enclenché. Oui, c'est parler d'être plutôt que de... Oui, moi j'aime bien la notion de singularité sexuée, qui dit que relativement aux caractéristiques sexuées de nos corps, eh bien, nous devrions pouvoir faire tous les choix possibles, des choix qui puissent d'ailleurs changer à l'échelle d'une vie, parce que là aussi, notre corporéité nous indique que nous sommes engagés dans un processus de longue durée, qui est celui d'une vie tout entière, durant laquelle il peut se passer 1000 choses relativement à nos corps, et que donc on peut faire des choix qui changent et qui nous emmènent sur des chemins divers au fur et à mesure des étapes de la vie. Et puis, c'est quelque chose aussi qui permet de penser, de réconcilier d'une certaine façon le féminisme avec la question de la place des hommes, puisque si on essaye de construire un monde où la binarité féminin-masculin disparaîtrait, eh bien, il faut concevoir qu'on puisse le faire avec les hommes.
C'est ce que tu fais dans ton documentaire, enfin c'est ce que vous avez fait avec ton compagnon dans le documentaire Les Mâles du siècle, où vous essayez d'aborder ces questions-là, enfin justement, comment les hommes se positionnent à travers les générations par rapport au féminisme et aux paroles féministes. C'était ça le projet ? Oui, alors, parce que moi, enfin voilà, c'est ce que je dis aussi dans la conclusion d'un corps à soi. Je suis absolument convaincue que le moment où nous en sommes du féminisme, et notamment cette bataille de l'intime, elle ne se fera pas, elle ne réussira pas sans les hommes, puisqu'il s'agit de notre vie intime et sexuelle. Donc je vois mal comment on pourrait se passer de la participation des hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire nécessairement que les hommes doivent lutter tous les jours à nos côtés, mais d'abord prendre conscience de leur propre responsabilité dans la perpétuation du système patriarcal, et puis peut-être ensuite réfléchir à la façon dont ils peuvent contribuer à la dynamique en cours. Et ce qui me paraît le plus pertinent pour eux, c'est de concevoir des outils à destination des hommes. Parce qu'il y a quelque chose qui est très pesant pour les femmes quand elles sont féministes, c'est de devoir faire de la pédagogie féministe en permanence vis-à-vis de leur entourage, de leurs compagnons, de leurs collègues, etc. Que des hommes se saisissent de ces questions-là pour proposer aux autres hommes des outils, c'est très important. Alors, je pense par exemple à l'ouvrage de Guillaume Dodin et de Stéphane Jourdain qui s'appelle Les Contraceptés, qui est un roman graphique qui vient de sortir, qui fait une histoire de la contraception masculine et qui est une proposition pour comment faire aujourd'hui pour partager la charge contraceptive entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a effectivement ce film, ce documentaire, Les Mâles du siècle, dont j'ai été la conseillère scientifique et que donc mon mari Laurent Métry a réalisé, qui est une enquête auprès d'une trentaine d'hommes âgés de 17 à 95 ans pour essayer de prendre la mesure de l'imprégnation féministe. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que, contrairement à ce que je pensais moi un peu naïvement, moi je me disais, on va repérer un tournant générationnel autour de la trentaine. En fait, les hommes de 30 ans, ils ont conscience qu'il se passe quelque chose, mais comme le dit l'un d'eux, ils sont encore dans l'effort. Et c'est vraiment les plus jeunes, les 15-25, qui manifestement, portent quelque chose de vraiment disons constructif, qui va dans le sens des combats féministes. Et c'est intéressant parce que tu parles même de ton fils dans l'ouvrage. Oui. Quand il vient te demander un tampon pour une amie en galère. Enfin, c'est beau ce moment. Alors bon, c'est pas n'importe lequel des adolescents, c'est Bien le sûr. fils d'une féministe, etc. Mais quand même, enfin moi j'avoue que moi-même j'ai été un peu scotchée de l'entendre venir me demander un tampon pour sa copine en galère. Et je me disais, si une fille demande à un copain de la dépanner et lequel copain a ensuite l'idée d'aller demander à sa mère, c'est quand même qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, du coup, j'ai juste j'ai une dernière question. C'est un peu la question entre guillemets rituelle que je pose à chacune. Que représente la figure ou l'archétype de la sorcière pour toi, Camille ? Pour moi, immédiatement, c'est une figure collective. C'est la figure du cercle, de la communauté. Et par exemple, il y a quelque chose qui, dans ma vie, est comme une forme d'espoir ou de réconfort. C'est l'expérience des Baba Yaga, c'est-à-dire de ces femmes qui décident de vivre en communauté quand elles arrivent à un certain âge, parce que je trouve que c'est ce que les femmes peuvent faire de plus beau pour pouvoir vivre dans un environnement serein, sororal et égalitaire. Et puis parce que finalement, contrairement justement aux représentations très négatives des sorcières comme des êtres un peu maléfiques qui dans le secret de leur antre viennent jeter des sorts. En fait, non, c'est tout le contraire. La figure de la sorcière, c'est une figure de sororité, de mise en commun du savoir, de mise en partage aussi des expériences vécues. Enfin, pour moi, c'est ça qui résonne quand je pense à la figure de la sorcière. Merci Camille, c'est une belle conclusion. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Merci à Camille Froidevaux-Métry d'avoir répondu à mon invitation et pour sa contribution philosophique et féministe majeure. N'hésitez pas à vous plonger dans son ouvrage Un corps à soi, paru aux éditions du Seuil. Je vous invite aussi à regarder le documentaire Les Mâles du siècle en VOD sur le site lesmalesdusiècle.com. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez écouter dans leur intégralité les titres qui composent la bande-son de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et qui sont extraits de l'album de Paola Yvelin et Sophie Rock, Gang of Witches, Patriarchy is Burning. Vous pouvez aussi nous soutenir en notant ou commentant cet épisode sur Apple Podcast ou bien sûr en le partageant. Merci de votre écoute, chères sorcières, et rendez-vous à la prochaine pleine lune. C'était le podcast de Gang of Witches, présenté par Sabrine Kasbaoui. On vous dit à la prochaine pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous.
together.